l'écho des papillons, des ailes et de l'espoir face au cancer. Un mardi sur 2. Pour moi, la résilience, c'est le fait de dépasser un événement qui a ébranlé, qui a déséquilibré. Et la résilience, c'est le fait de retrouver son équilibre après. Un nouvel équilibre. Bonjour, je m'appelle Uriel. Uriel avec 2 ailes, comme un papillon, symbole de résilience et de renaissance. Née de mon propre parcours face à un cancer colorectal, j'ai créé L'écho des papillons, un podcast nomade réalisé à vélo et en camion. Mon but ? Recueillir sur ma route toute forme d'initiative et de parcours, source d'espoir, afin de transmettre à mon tour un peu de lumière aux personnes touchées par un cancer. Cheminer avec moi au cœur de conversations intimes et conviviales, partagées avec des hommes et des femmes qui ont transformé la maladie en force. Découvrez aussi une approche novatrice, globale et prometteuse dans le traitement du cancer, appelée oncologie intégrative. Et parce qu'être malade ne signifie pas renoncer à ses rêves, suivez-moi sur ma route dans mes réflexions et conseils personnels sur le voyage avec un cancer. Que ces dialogues et ces ressources vous aident à déployer vos ailes et dessiner votre chemin sur la voie de l'espoir et de la transformation, à l'image de la chrysalide qui devient papillon. Bon voyage sonore. Pour cet épisode, Sophie m'a reçue chez elle à Bain-de-Bretagne en Ille-et-Vilaine, avant mon départ vers le sud de la France. Avec une sincérité touchante, elle nous partage son cheminement et les ressources qui lui ont permis de retrouver un nouvel équilibre après avoir traversé l'épreuve de 2 cancers. Oui, en 2016, Sophie apprend à tout juste 40 ans qu'elle est atteinte d'un cancer agressif au pied, un dermatofibrosarcome. Et 1 an plus tard, un cancer du sein vient à nouveau bouleverser sa route. Aujourd'hui, elle est enfin considérée comme guérie par le corps médical. Pour l'écho des papillons, elle tire les cartes de la résilience et nous révèle ce qui a contribué à la soutenir dans son parcours entre hypnose, visualisation, tatouage, danse ou encore marche à pied. Un témoignage doux et chaleureux qui invite à ralentir, à mieux s'écouter et à croire en sa propre capacité de transformation. Bon voyage sonore. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci de m'accueillir aujourd'hui pour cette interview. Eh bien écoute, on va commencer avec les questions. Voilà, tu as tiré les cartes. Allez, ça marche. Alors, Sophie, qui es-tu? À quoi ressembles-tu? Elle est géniale cette question. Je sais pas, ça me donne envie de parler un peu d'où je viens, moi. Qui suis-je? Ouais. Donc je suis une femme. Née de 2 parents de cultures très très différentes, une mère française athée, homosexuelle, mais pas à l'époque. Pas à l'époque, dans le sens où elle s'est d'abord mariée avec mon père. Ah oui. Donc d'où ta naissance. Première histoire, on va dire, et d'un père juif tunisien, très 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 croyant. Donc je suis issue vraiment de 2 environnements choc des cultures. Et je viens de région parisienne, c'est là-bas que j'ai grandi. Donc entre le 93 et le 19e à Paris. Donc qui suis-je? Un mélange, je crois quelque chose qui a entraîné beaucoup de rencontres et beaucoup d'ouverture et puis parfois beaucoup de souffrance. Ben oui, bien connu de la double identité de l'entre-deux. Faire partie, voilà, c'est ça, d'être un peu dedans dehors. Alors, Sophie, quels sont tes souvenirs du jour où l'on t'a annoncé que tu avais un cancer? Quelle a été ta réaction? Alors, je vais parler du cancer que j'ai eu dans le pied parce que c'était assez terrible en fait comme annonce. Donc j'étais en vacances
J'ai eu une petite boule en fait au niveau du pied qui était douloureuse, donc je suis allée consulter. Le médecin m'a dit qu'il valait mieux aller passer des examens. J'ai d'abord passé une échographie, ensuite on m'a indiqué sans rien me dire, sans plus, voilà, me donner d'informations qu'il valait mieux que je passe une IRM. Ensuite j'ai passé une IRM. Là-dessus, on m'a indiqué qu'il valait mieux le retirer. Donc je me suis fait opérer. On m'a retiré cette petite boule et le chirurgien qui m'a opéré à la visite post-opératoire, j'étais assez inquiète de pas avoir les résultats parce qu'évidemment c'était censé partir en analyse. Oui. Voilà, et puis il s'est un peu fichu de moi en me disant non mais c'est bon, il y a rien du tout, je sais très bien ce que c'est, j'ai déjà vu ça plein de fois et c'est quelque chose de tout à fait bénin, voilà. Et pourquoi il s'est foutu de toi parce que tu étais inquiète? Oui, me trouvais très stressée en fait et que vraiment il y avait pas lieu d'être, que je pouvais partir en vacances et passer à autre chose quoi. D'accord. Donc je suis partie en vacances, donc j'étais en vacances avec plein d'amis dans les Vosges. Avec les enfants des amis et nos enfants à nous aussi. Et on devait aller faire une journée dans un parc où il y avait de l'acrobranche, des manèges un peu à sensation et enfin, des choses comme ça. Et moi j'hésitais un peu, j'avais envie de faire un vol donc relié à un fil, c'est une sorte de tyrolienne mais on est allongé et ça trace, ça fait bien peur et j'avais envie de faire ça et en même temps j'avais un peu peur, j'hésitais. Et en fait au moment où on est entré dans le parc et où on allait commencer cette journée, j'ai reçu un coup de fil de ce chirurgien qui m'a dit vous n'êtes pas toute seule. Alors j'ai dit non, je suis pas toute seule. Ok, vous avez donc du monde autour de vous. Alors, en fait, je voulais vous appeler parce que finalement, j'ai reçu les résultats et en fait, c'est un petit cancer. Alors voilà, pas d'inquiétude outre mesure. Hein, ça veut dire juste que j'aurais dû retirer plus que ce que j'ai retiré et que voilà, c'est un petit cancer, il faut quand même s'en occuper. Donc je vous ai pris rendez-vous là. Donc vous avez rendez-vous à telle date. Alors voilà, je me suis retrouvée avec cette information. C'est un petit cancer, en même temps faut rentrer de vacances, faut aller à ces rendez-vous, faut se faire réopérer. Finalement, je savais toujours pas très bien à quoi ce que c'était ni et j'étais comment dire, on m'obligeait même à ce moment-là, encore une fois, à pas m'inquiéter. Ouais. C'est-à-dire que la première fois où il m'avait dit mais stressez pas, c'est rien, etc. Là encore une fois, il me disait c'est un tout petit cancer, c'est bon. Et puis donc ça c'est l'annonce du premier cancer, le dermatofibrosarcome dans le pied, et l'annonce du deuxième. Alors ça c'est pareil, c'est assez fou. Donc dans le cadre des examens, j'ai passé un scanner du thorax. Examen de contrôle. De contrôle, voilà. Par rapport à ton premier cancer. Ça. Parce que a priori, ça se voit plutôt sur cette partie-là du corps généralement. Donc du coup, on contrôlait cette partie pour ça. Et donc j'ai reçu un courrier m'indiquant qu'il y avait une trace blanche qui avait été vue à cet examen et qu'il valait mieux du coup que j'aille assez rapidement faire une mammographie. Donc, par courrier, voilà comment j'ai appris. Ouais. Il me semblait que ça se faisait pas par courrier, en fait, ce genre de... Alors après, j'en ai parlé avec la radiothérapeute qui m'a envoyé le courrier parce que c'était elle qui était à l'origine, à la demande de cet examen. Et elle m'a dit, vraiment, je suis désolée, je n'imaginais pas que ça puisse être vraiment quelque chose, en fait. Pour elle, c'était rien. Et que c'était vraiment juste par acquis de conscience qu'on le faisait, quoi. D'accord. Sauf que moi, j'ai 2 expériences et que ces 2 expériences, sont passées comme ça. Et oui, c'est ça. Donc quand même 2 expériences assez, 2 annonces quand même particulières. Ouais. Et voire traumatisantes quand même un peu. Ouais. La deuxième, je dirais. Encore plus que la première parce que c'était la deuxième, 1 an après. Enfin, j'ai commencé à me dire qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi. Quand est-ce que ça s'arrête et est-ce que à un moment donné, mon corps va se mettre à déconner complètement et devenir l'ennemi numéro 1. Donc voilà, ma réaction, j'ai vraiment eu l'impression de me prendre un camion dans la tête, en fait.
Pour le deuxième. Qui m'a assommée complètement, vraiment, en me disant, là, en fait, j'avais l'impression que c'était fini, en fait, que j'étais sortie d'affaires, et puis, je me suis dit à ce moment-là, ah non, mais je refuse de faire ça à mes enfants. J'avais une culpabilité énorme que ça recommence, quoi. Mais c'est pas possible. Donc je me sentais pas bien avec ça. Je me sentais mal d'annoncer à ma mère. C'est bizarre, hein. Enfin, donc j'avais aussi une culpabilité énorme de ça. Qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, en fait, il y a quelque chose sans doute qui déconne. Alors, Sophie, comment as-tu vécu ce parcours de soins au niveau émotionnel et ou au niveau physique? Je vais dire que pour le pied, finalement, je travaillais beaucoup. J'allais très très vite, tout le temps. C'était quand même vraiment la nature de ma vie à ce moment-là. C'est que tout allait très vite, fallait s'occuper de tout. J'étais à 1000 à l'heure. Ça m'a stoppé net. Ça m'a arrêté. Et puis j'ai mis un peu de temps à comprendre. Il a fallu qu'on me le redise plusieurs fois. Non, mais en fait là, vous pouvez plus travailler, c'est fini. Là, il va falloir rester chez vous, il va falloir aller vous soigner. Ok. Donc voilà, ça j'ai vécu ça du coup comme un arrêt brutal, et puis finalement que j'ai bien apprécié. Alors après, dans la lignée un peu de ça, quand il a fallu reprendre le travail, j'ai eu l'impression que j'étais à l'arrêt et qu'il fallait que je chope le TGV, quoi. J'ai eu du mal, à l'inverse, à remonter dans le train, pas parce que j'en avais pas envie, hein, j'avais très envie, mais c'était un rythme qui du coup me correspondait plus du tout et qui était compliqué même à envisager, puisque j'avais intégré pendant ce parcours de soins, les deux, du coup, parce qu'ils se sont enchaînés. J'avais intégré que c'était fini pour moi, ça, quoi. J'avais tendance à dire que j'avais appris à lever le pied. Donc du coup, c'est quelque chose que je sais faire, que je veux faire, enfin qui est important. Sauf que à l'extérieur, en fait, c'était pas facile de le faire entendre. À ce moment-là, tu étais déjà... Parce que tu as changé dans ton parcours professionnel. Ouais, j'étais que dans l'éducation nationale, j'étais à 100% donc dans mon travail dans les écoles. Et au départ, j'ai repris à 100% d'ailleurs. Puis en fait, c'était pas possible. C'est beaucoup. Et après, j'ai repris à mi-temps thérapeutique. Là, ça a été un peu la bataille avec l'éducation nationale qui, en fait, me demandait de faire le travail que je faisais à 100%, mais en étant à mi-temps. Et donc j'ai bataillé en disant non, en fait voilà, ça c'est pas possible, c'est plus possible pour moi, il y a des choses qui ont changé. Donc cette bataille m'a amenée, ça c'est vrai que c'est un truc dont j'ai envie de parler parce que c'est quelque chose quand même d'important. En fait, ça m'a amenée à faire une demande de reconnaissance de travailleurs handicapés. Alors c'est tout un parcours aussi, ça, et personnellement, et aussi parce que voilà, c'est pas facile déjà d'admettre les difficultés qu'on a eues. On a envie d'y retourner, on voudrait que tout soit comme avant, et puis en fait non, ça l'est pas, et c'est compliqué. Et en fait, ça protège. Et donc maintenant, j'ai eu cette reconnaissance de travailleur handicapé. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu demander à être à mi-temps de droit. Et comme j'ai des difficultés à porter, que dans l'éducation nationale, on prend sa voiture pour aller d'une école à l'autre, qu'on porte les mallettes, tous les tests, etc. Et que ça me demande aussi d'avoir beaucoup d'attention et de concentration, de me rappeler de quantité d'informations, etc. Je vois bien que ça me pèse en fait ça, et donc un mi-temps c'est très bien. Et l'autre mi-temps, du coup, j'ai continué à me former, etc. Et je suis allée vers le libéral pour pouvoir accueillir dans des conditions qui sont différentes. Je peux me poser, j'ai tout à disposition. Donc je vais réguler de manière plus libre en fait. Voilà. Et puis au niveau physique, quand même quelque chose, parce que c'est très dur. Physiquement, alors émotionnellement, je pense que tout le monde se doute. Enfin, j'imagine, hein, tout le monde se doute. Même si en général, quand c'est terminé, on a tendance à dire allez hop, passe à autre chose là, et que c'est pas tout à fait notre réalité en tant que malade en rémission pour le cancer.
Mais en tous les cas, au niveau physique, c'est des parties du corps qui sont vraiment abîmées. On t'abîme pour te soigner. Ça, c'est quelque chose de très particulier. C'est-à-dire qu'il faut vraiment... ça entraîne un conflit intérieur. Moi, quand j'allais faire les séances de radiothérapie, je me disais, mais en fait, tout le monde se barre là parce que c'est hyper dangereux d'être ici. Et moi, je reste. Et voilà, il y a ce truc un peu comme ça. Et du coup, ce que je disais tout à l'heure, il y a ce rapport au corps là qui déconne. Et donc, c'est du travail en fait de réaimer son corps, de réapprendre à lui donner ce dont il a besoin. Enfin voilà, tout ça c'est aussi quelque chose d'assez important. Et finalement, le côté plutôt enveloppant et doux pour le corps, en fait, c'est pareil, c'est beaucoup mis de côté. Alors qu'on souffre quand même pas mal dans notre corps quand on est malade. Donc voilà, je trouve que c'est dommage. Ça fait partie des choses qui pourraient être un peu plus pensées, je pense. Ouais, c'est vrai qu'il existe de plus en plus de soins de support, comme on dit, mais c'est vrai que c'est pas accessible à tout le monde parce que c'est au sein des instituts de cancérologie, et quand on est à 1 heure de route, on va pas revenir juste pour aller faire un petit soin d'acupuncture. Il y a déjà assez d'autres rendez-vous. Je pense que c'est assez récent en fait. Moi, j'avais pas trop accès à ça. Et puis en plus, il y avait aussi quelque chose d'autre, c'est que moi, moins j'allais au centre Eugène Marquis et mieux c'était en fait pour moi, pour mon moral. Je pense que ça devrait être réfléchi et peut-être discuter avec les patients. En tout cas, ça manque un peu de comment tu te sens dans ton corps, comment ça va. C'est ça. Ah oui, avant le cancer, tu étais, après le cancer, tu es. Alors, avant le cancer, j'étais hyperactive, je pense. Et puis, depuis le cancer et après, je suis fatiguée mais calme. Fatiguée mais plus tranquille, plus posée, je crois. Je crois qu'il y a un truc vraiment de l'essentiel auquel j'ai touché qui est maintenant bien réel, quoi. L'essentiel dans la vie. Je pense que j'ai beaucoup évolué dans le sens où il y a quelque chose de très simple aujourd'hui pour moi dans ce que je vis. Ça a du sens, ça n'a pas de sens. Il y a de l'enjeu, pas d'enjeu. Et du coup, quand je vis quelque chose, quand je suis obligée finalement d'être dans quelque chose qui pour moi a pas de sens ou est sans importance et que ça génère pourtant de la tension, ou ça m'énerve, ça m'agace. Mais bon, je suis plus calme. En tant que psychologue, as-tu une définition de la résilience ? Je sais pas du coup si ma définition va être une définition juste ou celle de Cyrulnik, mais en tous les cas, pour moi, la résilience, c'est le fait de dépasser un événement qui a ébranlé, qui a déséquilibré. Et la résilience, c'est le fait de le dépasser, de retrouver son équilibre après. Voire même plus. Voire même plus. Un nouvel équilibre. Un nouvel équilibre. Ouais. Pas le même. Oui. Ça, c'est sûr. Il y a quelque chose forcément de transformé. Mais peut-être que déjà avant, il y avait un déséquilibre finalement, même avant l'annonce de la maladie. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas, j'entends plus... alors là, pour le coup, c'est peut-être ma formation. J'entends l'équilibre comme quelque chose plus de l'homéostasie, c'est-à-dire quelque chose qui tient, quoi, et qui cherche toujours à être dans cet équilibre-là. Et donc à un moment donné, ça tient peur, ça tient plus, ça peut plus, donc ça se reforme, mais je dirais différemment. Bien sûr qu'il y a sans doute quelque chose qui, si ça se reforme différemment, c'est forcément que quelque chose avait besoin de bouger. C'est très beau, la résilience. Après, c'est des rencontres, la résilience aussi. C'est-à-dire qu'il y a des tuteurs de résilience qui sont des gens qu'on voit une fois ou plein de fois, qui sont à ce moment-là, en tout cas, des guides ou des soutiens.
Ah, une personne et ou un animal associé à ta résilience. Alors oui, bien sûr. J'ai une reconnaissance énorme pour mon médecin généraliste, qui était le docteur Curta. Pour plein de raisons. Déjà, moi, j'en avais déjà une relation avant, parce qu'on avait des choses en commun culturelles, on va dire. Puis après, dans sa manière, j'ai beaucoup appris de lui, en fait, dans sa manière d'être présent, de parler, d'être franc, de se tromper aussi parfois, hein, et puis surtout de relever ses manches et de dire je suis là, on va faire ça ensemble, tu pleures trop, on va aller combattre, enfin tout un tas de choses, et pour le coup ça m'a vraiment porté, quoi, vraiment de manière très très forte. Et puis ce qui m'a enseigné lui dans sa manière d'être, c'est quelque chose que je réutilise dans ma manière d'être avec mes passions à moi. Dans son humanité, il était vraiment là, tu vois. Et donc lui, sans aucun doute. Et puis après, je dirais ma chienne, que j'ai pris après les deux, à la fin, en fait, des deux cancers, en me disant, il faut que je marche, il faut que je sorte. Et pour moi, c'est vraiment un marqueur de résilience, parce que à ce moment-là, j'étais prête à ressortir, j'étais prête à faire ce qu'il faut pour. Et puis c'est vivant, c'est un chiot. Enfin, bien sûr. Il y a quelque chose d'hyper heureux chez le chien. Il est tout le temps content. Enfin voilà. Et donc il y avait quelque chose comme ça de, allez, on peut y retourner, quoi. J'y retourne. Même si finalement j'ai pas l'impression d'avoir. Ça a vraiment, pour moi, la période la plus difficile, ça a été la période où j'ai pris le tamoxifène, l'hormonothérapie. Où là, c'était vraiment très, très, très dur, moralement, émotionnellement, alors que c'était la fin. On pourrait se dire, en fait, non, c'était vraiment cette période-là. Donc, tant que j'étais dans le combat, dans le faut y aller, dans les trucs à faire, voilà. Puis l'après, là, cette période d'entre-deux avec ce traitement, c'était horrible. Donc, après ça, il y a eu mon chien. Alors, un lieu, un paysage. Lié à la résilience. Un lieu qui pouvait te faire du bien, où tu aimais peut-être aller te ressourcer, ou simplement ça peut être ta chambre, j'en sais rien. Alors des lieux où j'aime bien me ressourcer, il y en a plein, mais quand même j'ai fait pas mal d'hypnose et d'auto-hypnose. C'est une femme en fait qui propose de se soigner par les visualisations, et donc c'est un CD sur lequel elle propose d'aller dans un lieu de ressources, etc. Donc du coup j'ai fait ça mais des tonnes et des tonnes de fois, et mon lieu à moi c'était une espèce de rocher en fait assez important, avec en haut une petite grotte qui était très lumineuse en fait, mais dans laquelle on pouvait aller se cacher, entourée d'eau d'un côté, et de l'autre côté de verdure, de baies, d'arbres fruitiers, voilà. Donc je suis beaucoup installée dans cet endroit-là, et donc son truc à elle, c'est de dire qu'on invoque un peu toutes les forces telluriques et etc. et qu'on prend ça, quoi. Et donc voilà, je dirais celui-là, mais il n'existe pas. Non, mais il est dans ma tête. C'est original, oui. Voilà. C'est quand même, parce que comme le cerveau visiblement ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, on peut dire que pour lui c'était réel. Oui, puis il s'inspire en fait de plein d'endroits réels en réalité, qui sont des endroits où je suis allée et des choses que j'aime, mais disons que c'est que des visualisations. Mais je pense que c'est quand même l'endroit pour moi qui représente. Le chemin vers l'après, quoi. La résilience. Ah, une musique, une chanson. Une musique, alors attends. J'ai pensé pendant tout le parcours de soins, etc. Je me suis dit, il faut que j'écrive des chansons et que... tu écrives des chansons? Ouais, et que je les mette en musique. Pas du tout. J'avais envie de quelque chose de musical et en même temps qui raconte en fait quelque chose de ce parcours qui était quand même complètement dingue. Et puis je l'ai pas fait.
Et puis il y a Gérald Gentil qui a sorti une chanson qui s'appelle Rien, qui parle du moment où tu vas passer un examen et où il y a rien, et où avoir rien c'est bien. Et voilà, donc je dirais cette chanson. Ah, c'est sympa ça. Mais il parle vraiment dans cette chanson du coup du cancer en fait. Ok. Ouais. Cette chanson-là que je vais écouter chaque fois que j'ai rien et je me dis avoir rien c'est bien. Ah bah j'irai l'écouter parce que là j'ai rien moi aussi depuis. Voilà, parfait. Tu pourras du coup me dire ce que t'en penses après, mais qu'est-ce que ça fait du bien, n'empêche. Et du coup, dans sa chanson, il dit on retend l'élastique et hop, c'est reparti pour un tour. Moi, ça me fait ça aussi à chaque fois. Allez hop, c'est reparti pour un tour. C'est pour ça que quand les examens s'espacent, ça fait du bien. Oui. Une activité, la marche. Ah ouais, ça c'est sûr, marcher. Après moi j'avais un cancer du coup au départ dans le pied. Marcher. Enfin j'ai un plaisir et une joie à pouvoir le faire et en plus ça fait du bien. Oui, d'autant plus que tu as eu ce cancer au pied quoi. Et que j'ai eu peur de plus pouvoir marcher. Voilà, ouais, tout à fait. Une phrase, une citation ou une blague. Une blague, ça peut. Hein. Justement, le livre dont je parlais, je t'avais dit écrire ou écrire des chansons. C'est vrai que je me disais, faut quand même qu'on blague un peu avec le cancer, c'est vachement lourd, quoi. Je me suis souvent dit ça. Et quand tu commences à pouvoir blaguer, c'est qu'il y a un truc qui s'est un peu détendu à l'intérieur, quoi. Ma phrase, du coup, c'est je peux tout affronter. C'est pas vrai, sûrement, mais en tout cas, je me la suis attribuée. Et du coup, c'est quelque chose qui me permet de mieux gérer l'anxiété. Voilà. Et puis finalement, quand on regarde un peu derrière, en fait, si quand même, il y a plein de choses que j'ai réussi à affronter, donc ça donne un peu de force. Donc je dirais ça, ouais. Une couleur, une odeur ou un goût de la résilience? Associé à la résilience, oui. Une couleur par rapport à la résilience, c'est marrant. Je sais pas, je dirais orange. Je me demande pas trop pourquoi. Hein. D'accord. Une odeur, non. Ou alors un parfum comme le muguet, là. Parfum doux. Dans ton jardin, peut-être. Ouais, quelque chose de doux, de pas trop entêtant. Un soin. Si je dois parler d'un soin, je dirais l'hypnose. Ça m'a accompagnée en fait de manière continue. Donc d'abord avec le docteur Curtin, qui pouvait par exemple m'amener à combattre, ou avec des armes à double tranchant pour bien lui faire sa fête à ce cancer, ou à me construire une enveloppe de protection quand j'allais au centre Eugène Marquis pour pas être trop pénétrée par tout ce que je ressentais de lourd justement dans ce centre. L'hypnose, ça m'a vachement accompagnée du coup dans les visualisations là dans ma grotte, mon petit espace. Et puis jusqu'à il y a pas très longtemps, ça m'a aussi servi. Donc j'avais une tendinite à l'épaule, quelque chose qui se soignait pas, enfin qui était qui s'en va et qui revient, etc. Et en fait, l'hypnose m'a permis de réassocier cette partie-là de mon corps qui a bien souffert et qui a sans doute été dissociée à un moment du fait des traitements, etc. Et donc je me suis débarrassée de cette tendinite comme ça. Clairement l'hypnose. Et puis j'ai décidé à un moment donné qu'il fallait que je redonne un peu de quelque chose de joli à cette partie de mon corps, et donc je me suis fait tatouer. Alors du coup, je suis tatouée sur le sein, la cicatrice, les cicatrices,
Et une partie aussi, quand on enlève la glande mammaire, en fait, ça a la forme vraiment. Donc, il y a un creux qui est un petit peu maintenant recouvert aussi de ce tatouage. Et qu'est-ce que ça représente? En fait, pour chacun de mes enfants, j'ai un symbole en fonction de leur prénom. Et c'est quelque chose de comment dire, fleuri, enfin voilà. Donc j'ai vu une artiste tatoueuse que j'adore, qui fait des trucs vraiment très minutieux. Je voulais quelque chose de très très doux, très fin. Et je lui ai raconté mon histoire. Je lui ai dit que voilà, je voulais que cette partie-là de mon corps soit de nouveau une partie que je regarde avec quelque chose de plus doux. Et donc je lui ai dit aussi ce que je voulais comme on va dire petite fleur ou petite chose qui représentait chacun de mes enfants. Et puis après, elle a fait son dessin. Donc j'ai rencontré le jour, j'ai vu le dessin le jour du tatouage. Juste avant. Ouais. Ah oui, c'était surprise. Ouais. Enfin après, ça représente. On a passé une année parce qu'elle a beaucoup d'attentes à parler de ce que je voulais, etc. D'accord. Donc ça correspondait assez. Ouais, ça a eu le temps ouais. de mûrir aussi de son côté et tout ça. Je trouve ça magnifique. Alors j'avais été à une sorte de congrès. Il y a de plus en plus de propositions de refaire le téton ou le mamelon. Enfin voilà, de recréer quelque chose de visuel en fait. Parfois, il y a une tatoueuse qui était soignante avant, je sais plus comment elle s'appelle, j'ai perdu son nom, et qui elle fait du tatouage en 3D avec la couleur vraiment la plus proche possible, qui est un peu plus jolie, on va dire, que ce que peuvent proposer les soignants. Je sais que la chirurgienne qui m'a opérée, elle a appris aussi à tatouer, justement pour tatouer le mamelon. Ça se fait de plus en plus. Après, je sais qu'il y a une association qui s'appelle Sœurs d'encre et qui propose de manière gracieuse en fait de faire se rencontrer des femmes justement qui ont souffert de cancer du sein et qui à l'occasion d'événements rencontrent des tatoueuses ou des tatoueurs qui sont justement prêts à venir proposer de recouvrir, et ça se fait aussi pas dans le cadre du cancer du sein mais pour de recouvrir des cicatrices, mais en tout cas moi ça m'a fait un bien fou. Il y a quelque chose qui est ancré, je peux passer à autre chose. Quand je me regardais dans le miroir, en fait je pouvais pas faire autre chose que de voir cette cicatrice énorme, qui était même pas moche en plus, hein. Je veux dire, je la trouvais pas moche, mais elle était là quoi. Et finalement les yeux ils sont sans cesse attirés par ça, et ça rappelle. Maintenant quand je me regarde, je vois ce tatouage, c'est beau, ça représente mes enfants, enfin voilà. Il y a quelque chose de comment dire, d'un peu bizarre. Enfin, au départ, je me disais, bon, en même temps, qu'est-ce que j'ai envie, moi, d'avoir... en fait, j'ai envie d'avoir ça, vraiment quelque chose qui représente ma vie et ce que j'ai enfanté, peut-être, qui m'est le plus cher. Et puis après, le reste... et le sein, voilà, ça... Il a disparu, celui-là, il a nourri mes enfants, je lui rends hommage, quoi. C'est ça, ouais. Ouais. Donc voilà, il y a quelque chose de terminé et je peux passer à autre chose. Après, la vie, elle décide de ce qu'elle amène, hein. Mais moi, en tout cas, je suis prête à autre chose. Voilà. Oui, et puis le principal, c'est que ça t'ait fait du bien. Ouais, exactement. Déjà. Donc, je trouve que ça devrait être pris en charge un peu ouais. ça devrait être pensé, en tout cas, comme étant dans le parcours de soins. Une ou des ressources psychologiques que tu possédais déjà avant de devoir faire face à la maladie et qui ont pu t'aider. Je pense que je dirais que si je peux combattre, si je suis dans l'action, c'est très soutenant pour moi. Tu veux dire si tu peux être actrice, en fait, c'est ça? Ouais. C'est-à-dire ne pas subir. Donc j'ai un tempérament un peu comme ça, hein. S'il y a des problèmes, il y a sûrement des solutions. Donc si je rencontre un problème, j'ai mon cerveau qui se met en marche pour chercher des solutions.
Parfois, c'est un peu casse-pied parce que du coup, ça s'active et après, je ne pense qu'à ça, trouver des solutions. Mais en tous les cas, ça, c'est quelque chose que j'avais déjà avant. Je suis assez même obstinée là-dedans. Et donc, probablement que ça peut être même une faiblesse si quelque chose résiste mais c'est aussi une sacrée force. Et donc ça, c'était quelque chose que j'avais avant et qui s'est sans doute amplifié aujourd'hui, d'être assez combative, mais pas dans le sens de se battre, mais dans le sens de chercher des solutions. La phrase ou le mot insupportable. Ah, bravo d'avoir mis ça parce que quand même il y en a. Il y en a, oui. Bon courage. Je déteste. Horrible. Bon courage, mais oui. Alors, je déteste. C'était horrible. Quand on me disait bon courage, je me disais en fait là, c'est une phrase qu'on pourrait dire à tout le monde et pour des choses insignifiantes. Et puis j'ai pas du bon courage et puis j'ai pas de courage, je suis obligée d'y aller. Donc voilà, ça et puis ça me donnait l'impression un peu de quelque chose de très distant alors que j'avais vraiment besoin qu'on me prenne la main et qu'on me dise je suis là, on y va, on va batailler ensemble. En tout cas voilà. Et bon courage, c'était un peu allez. Donc c'était j'avais pas aimé ce mot-là, cette expression. La phrase ou le mot qui t'a fait du bien, je serai là. Ouais, je dirais que c'est ça qui a été le plus doux. Et la présence, bien sûr, pas que la phrase. Bien sûr, suivi d'actes. Ouais. La présence des uns et des autres. Parfois des gens que je connais depuis très longtemps et puis parfois des gens que je connaissais à peine en fait, qui ont eu une présence vraiment très forte. Certaines personnes disent que quand elles sont malades, ça fait fuir des personnes de leur entourage. Moi, personnellement, c'est tout le contraire, en fait. Mais toi, comment t'as vécu les choses à ce niveau-là ? Alors, pas dans le moment Oui, pas pendant le combat, on va dire. Là, j'ai été vraiment hyper entourée, très aimée, très très accompagnée. J'ai eu beaucoup de présence autour de moi. Après, dans un second temps, je te dirais bien que oui. Probablement pour plusieurs raisons. La principale, c'est que je ne suis plus la même et que je tolère sans doute moins de choses aussi. Je fais plus de choix, quoi. Il y a des choses, qui, si ça me correspond plus, ça me correspond plus. Tu t'écoutes plus. Ouais. Donc je vais passer à autre chose et donc ça veut dire parfois de la distance avec certaines personnes. Et puis il y a aussi je pense des gens, alors ça c'est juste pour moi, hein, et c'est mon analyse, c'est peut-être même pas la vérité, mais en tout cas c'est mon explication. Je pense que j'étais quelqu'un d'extrêmement soutenant, très présent pour les autres, et que l'équilibre là aussi est différent, et que pour certaines personnes c'est compliqué de faire avec cette nouvelle personne que je suis, qui donne moins, qui a besoin aussi, a eu besoin beaucoup à un moment donné, et puis a aussi des vulnérabilités, des failles, des fragilités, de la faiblesse. Donc ça, il y a de la distance, pas beaucoup, hein, mais il y a certaines personnes avec qui de la distance s'est prise de manière naturelle. Au final, pour toi, résilience rime avec... C'est dur. Ouais, alors attends, je vais trouver. Le premier mot qui m'est venu, c'est danse. Je pourrais argumenter, hein, je pense que je pourrais trouver plein d'explications. Mais si c'est ce mot-là qui est venu, c'est qu'il y a quelque chose... quand tu danses, il y a du mouvement, tu peux danser tout seul, à 2, à 3, à 100, enfin voilà. Il y a un truc... C'est super intéressant. Ouais. Donc, je dirais ça. Et puis ça bouge, c'est beau. Moi, personnellement, la danse, c'est devenu quelque chose de hyper important pour ma résilience.
Ah oui. Ah oui, je danse beaucoup toute seule chez moi, plusieurs fois par semaine. Et c'est un peu comme une prière, quoi, en même temps. Ouais, exactement. Il y a quelque chose un peu comme ça. Il y a un truc. Alors avant d'avoir le cancer du sein et du pied, je faisais de la danse africaine. Évidemment, je peux plus. C'est compliqué. Quoique maintenant, peut-être, je pourrais de nouveau essayer de manière plus douce. Mais il y a quelque chose d'énergique que j'ai moins aujourd'hui. Et après, sinon, la résilience, ça rime pas, mais pour moi, c'est le chant. Ah oui. Quand j'ai recommencé, en fait, à un moment donné, ça s'est présenté comme ça. Il y avait un projet de chanter à plein. Et je me suis laissée embarquer, en fait, dans ce projet avec des copines. Et je me souviens, c'était difficile pour moi de rester debout longtemps. C'est quand tu étais malade. Ouais. Donc il y avait de l'enjeu d'y aller, de pouvoir tenir, c'était des répétitions assez longues, tout ça. Je suis pas allée faire le spectacle de finale, etc. parce que ça faisait trop. Mais rien que d'avoir réussi finalement à tenir un peu certaines répètes, à ressortir, à aller, en fait, ça m'a fait un bien fou de faire ça. Et puis tu respires. Et puis c'était collectif. Voilà, il y a un truc un peu comme ça. Et donc après, j'ai pas arrêté, en fait. Depuis, je chante. Et avant, tu ne chantais pas? Ah si. Si, quand même. Mais je chantais pas en chorale. Je chantais, je chantais, j'ai tout le temps chanté. Mais maintenant, oui, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui vient de manière très forte marquer un changement. Alors, à qui as-tu envie de dire merci aujourd'hui? Pourquoi? Oh là là, trop de gens, ouais. Ça fait partie des belles choses, ça. Quand t'as eu un cancer, il y a quand même, ça réveille quand même quelque chose d'une grande empathie chez les autres. Et donc, il y a quelque chose de beaucoup de douceur et d'amour que tu reçois, quoi. Enfin, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Parfois, c'est des gens que t'as vus juste une fois ou deux fois, mais qui finalement, à ce moment-là, ont eu des mots, une présence. Merci pour tout ça, mais je voudrais pas en oublier, donc je vais pas donner de nom. En tout cas, merci. C'est un super projet. J'espère que ça aidera plein de gens. Merci à toi, Sophie, pour la confiance, la justesse et la douceur de tes mots. Et merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que le parcours de Sophie vous aura inspiré, qu'il vous aura montré qu'il est possible de retrouver un équilibre, même après 2 cancers, bien sûr en s'appuyant sur des ressources intérieures et des pratiques qui font sens pour soi. Son histoire nous rappelle que la résilience peut prendre bien des formes, parfois inattendues, et qu'il n'est jamais trop tard pour se réinventer. Et vous, qu'est-ce qui vous a soutenu sur votre chemin de guérison ou de transformation? N'hésitez pas à partager votre expérience sur mes réseaux sociaux. Si cet épisode vous a inspiré, vous pouvez soutenir sa diffusion en le partageant ou en laissant un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Pensez aussi à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et à rejoindre ma newsletter pour suivre mon actualité. Pour cela, rendez-vous sur mon site www.les2lduriel.com. À dans 2 semaines pour une nouvelle escale sonore. L'écho des papillons, des ailes et de l'espoir face au cancer. Un mardi sur 2.